Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Aujourd'hui, on vous a sélectionné quelques expositions de choix. D'abord, celle consacrée à une légende de la photographie malienne, Malick Sidibé. La Fondation Cartier lui rend hommage en exposant 250 de ses clichés, dont certains sont devenus mythiques. On partira ensuite à Marseille pour une exposition ambitieuse qui mêle football et culture au MUSEM, qui tente de faire le tour du sport le plus populaire au monde. Et c'est à Marrakech que l'on fera ensuite escale pour découvrir les espaces du nouveau musée Yves Saint-Laurent, consacré aux créations et aux inspirations du grand couturier. On le surnommait l'œil de Bamako. Le grand photographe malien Malick Sidibé est exposé à Paris. Un an après sa mort, la Fondation Cartier lui rend hommage en lui consacrant une rétrospective pétillante intitulée Mali Twist. À travers 300 photos et archives, le public découvre toute une jeunesse qui respirait comme lui la joie de vivre et plonge dans l'ambiance des soirées de Bamako, le tout sur une bande-son des années 60 créée pour l'occasion. Julien Cheida a parcouru pour nous cette exposition. On n'a pas besoin d'un gros appareil pour faire de belles photos. Malick Sidibé, l'observateur d'un Mali fraîchement indépendant dans les années 60, aimant la vie et la photographier, comme lors de ses soirées dansantes à Bamako. Ce qui l'intéressait, c'était de mettre les gens en valeur, quels qu'ils soient. Ça ne veut pas dire physiquement ni rien, ça voulait dire dans l'esprit. Il aimait ça, Malick, donner à chacun de la valeur. L'artiste a longtemps pratiqué l'exercice du portrait. Dans son studio de Bamako, il photographie la jeunesse malienne. Des clichés en noir et blanc qui laissent admiratifs ses visiteurs. C'est une photographie humaniste, c'est une photographie de la tendresse, de l'humanité, du partage entre les peuples, et je trouve ça remarquable. On apprend toujours à regarder les images des autres, en disant voilà comment ils ont cadré, comment ils ont capté les regards, et il arrive donc à partir d'un petit espace qu'on voit, hein, à donner une sorte de méditation intérieure. Là, c'était des jeunes filles, de la jeune fille qu'il photographie. C'est formidable. Fatoumata Diabaté est photographe depuis 15 ans. Elle a côtoyé le maître et elle en retient non pas les techniques de photographie, mais plutôt sa joie de vivre, presque contagieuse. Souvent, on pouvait arriver chez lui stressé, énervé, ou voilà. Et en sortant, on sort avec un grand sourire, comme lui. Parce qu'il avait toujours des petites histoires et d'humour, plein de choses. À côté des portraits se trouve cette réplique du studio de Malick Sidibé. Les visiteurs sont invités à prendre la pose en compagnie de la photographe, une forme d'hommage à la photographie africaine des années 60. Direction Marseille à présent, où le ballon rond a fait son entrée au musée. Du foot en bas de la rue aux grands événements dans les stades, le MUSEM signe une exposition qui fait le tour de ce jeu populaire, devenu pour beaucoup une passion. À travers plus de 400 œuvres, photos, vidéos ou objets, Nous sommes foot offre un regard d'ensemble sur l'histoire du football et toutes les pratiques culturelles et sociales qui l'accompagnent. Florence Gaillard et Marie Schuster se sont rendues dans la cité phocéenne. Une ville tournée vers le soleil, la mer et le football. La cité phocéenne est peut-être dominée par Notre-Dame de la Garde, mais son cœur bat au rythme de son club, l'Olympique de Marseille. Alors très logiquement, c'est au MUSEM, près du port, que le foot fait son entrée au musée. Et n'allez pas chercher le commissaire de l'exposition avec de mauvais clichés. Il faut à un moment donné se rendre compte que nos caricatures sur le football, nos façons de considérer que l'ensemble des joueurs de foot sont des gamins mal élevés qui gagnent des millions d'argent au bras de Bimbo et au volant de Ferrari, la façon de les considérer ainsi, forcément, est du mépris. Du mépris peut-être, mais aussi une réalité.
L'exposition consacre une salle aux affaires de corruption qui ont ébranlé la FIFA. Elle montre aussi la marchandisation du sport et de ses joueurs vedettes. Des équipes qui s'affichent presque nues pour des marques ou des stars qui poussent la chansonnette. Mais l'ambition est surtout de montrer l'universalité du football. Son aspect éducatif d'abord, dans les banlieues françaises, les rues d'Alger ou de Casablanca. Ensuite, la communauté représentée par les supporters, avec leurs maillots, les chants et les banderoles. Le foot peut aussi être politique. Oni Talier a grandi dans la colère à Bethléem sous occupation israélienne, mais elle a trouvé un exutoire en tapant dans le ballon. Bravant le patriarcat, elle est devenue à 25 ans capitaine de la première équipe féminine à disputer une rencontre internationale. J'ai réussi avec ma collègue de l'université de Bethléem à créer une équipe féminine de foot dans des conditions très difficiles parce que nous croyons que nous avions droit à un avenir meilleur. Et aussi, nous voulions représenter notre identité à travers le football, montrer une autre histoire concernant les Palestiniens, mais aussi les femmes tout particulièrement. Le foot citoyen est plus que jamais d'actualité. En Espagne, une équipe de 3e division, Alma de Africa, est exclusivement composée de migrants. Sur son maillot, l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme qui rappelle que toute personne a le droit de chercher asile devant la persécution. Aujourd'hui, ces joueurs sont tous professionnels et disposent de papiers européens. Destination Marrakech maintenant, dans un oasis de verdure magnifique à 2 pas des fameux jardins Majorelle. C'est là que le musée Yves Saint-Laurent a ouvert ses portes. La ville marocaine fut pour le créateur un lieu d'inspiration très fort. C'est là qu'il dit avoir découvert la couleur. Le musée fut l'un des derniers projets de Pierre Berger, son compagnon et mécène, décédé en septembre dernier. Notre reporter Alix Le Bourdon était à l'inauguration. Accro à la mode, ce Français est venu spécialement pour découvrir le musée Yves Saint-Laurent de Marrakech. Pour la visite, quoi de plus naturel qu'une tenue bleu Majorelle, de cette couleur qui a tant inspiré le couturier. Je suis fan des coiffures de Saint-Laurent, de la mode de Saint-Laurent, du smoking Saint-Laurent, j'ai suivi tout ce qu'il a fait. C'est une histoire. À l'intérieur, c'est la voix du couturier qui guide le visiteur. Première étape, le fameux smoking pour femmes. C'est quand même grâce à Yves Saint-Laurent que les femmes ont trouvé notre façon de s'habiller. Ça a été une révolution et beaucoup de couturiers ont copié et ont essayé d'amener justement dans la mode féminine un côté masculin mais extrêmement sexy. Beaucoup de noir, de teintes foncées, puis c'est l'explosion de la couleur dans les collections d'Yves Saint-Laurent. Un tournant qui correspond à sa découverte de Marrakech en 1966. De toute façon, Saint-Laurent était quand même le premier à mélanger les couleurs. C'était la passion de mélanger du violet avec du bleu, des choses que personne n'aurait osé. Comme écrin pour ses créations, un bâtiment d'inspiration locale, le musée veut aussi rendre hommage au Maroc. C'est la proposition des architectes qui l'ont conçu un peu comme un riad, si vous voulez, très opaque de l'extérieur. Et après, vous rentrez, vous engagez dans une cour circulaire, mais qui est comme aussi la cour d'un riad marrakchi. Pour comprendre l'influence du Maroc sur les créations d'Yves Saint-Laurent, impossible de passer à côté du jardin Majorelle. Le couturier l'avait racheté en 1980 et séjournait dans la villa attenante. Il suffit de rentrer tout de suite au jardin pour se rendre compte qu'on est tout de suite pris par le charme, les couleurs de ce jardin, bien sûr les plantes, le fameux bleu Majorelle. Un exemple, la cape bougainvillée, un modèle très important, haute couture, que Yves Saint-Laurent est tombé sous le charme de ces bougainvillées qu'on trouve à Marrakech. Yves Saint-Laurent avait l'habitude de venir 2 fois par an dessiner ses collections ici. Le Maroc et ses couleurs y ont laissé leurs empreintes. Et pour clore cette émission, on fait un rapide tour au Palais de Tokyo qui a donné carte blanche à l'artiste Camille Enrault. La plasticienne française de 39 ans a investi les 22 000 m² de ce haut lieu de l'art contemporain à Paris. Elle y présente une centaine d'œuvres qui associent dessins, films, sculptures, installations et fresques, toujours nourries de références culturelles et historiques. Je vous laisse découvrir quelques images de son travail et vous dis à très bientôt.